Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Radio-Télévision. Bienvenue exactement dans cette question, les creuseux de l'actualité politique, économique et sociale sur Mikuba Radio-Télévision. On mène aujourd'hui des sujets. D'abord, le sujet qui capitalise, qui prend à son compte l'actualité au niveau de la RDC et même au niveau du continent africain, le gouvernement Sama Lukonde II, ce gouvernement qui a été publié le 23 mars dernier, 57 membres dont 5 vice-primatures et 11 ministères d'État. On va essayer de le décrypter sur le plan forme, sur le plan aussi fond. Et en deuxième partie, on va parler de la loi Tchani. La loi Tchani qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour la deuxième fois. On va essayer de voir le bon côté, mais aussi le mauvais côté de cette loi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Fabrice Luamba, avocat au barreau du Lualaba. Soyez les bienvenus, maître. Merci, c'est un plaisir de revenir chez vous. Oui, un plaisir partagé. Monsieur Franck Senga, cadre du parti Ensemble pour la République. Soyez les bienvenus, monsieur Franck. Merci et j'en profite pour saluer mes co-débatteurs et les téléspectateurs de Mikuba. Il y aura aussi monsieur Emmanuel Stassera qui est analyste indépendant des questions politiques au Lualaba. Soyez les bienvenus, monsieur Emmanuel Stassera. Merci, je vous remercie pour avoir songé à nous et nous donner l'occasion de parler avec la grande audience congolaise. Voilà, on va bien entendu parler du gouvernement Sama bientôt, mais d'abord l'actualité hebdomadaire a été marquée notamment par la venue du président, de l'ex-président français je parlerai plutôt de Nicolas Sarkozy, qui est arrivé en République démocratique du Congo pour quelques jours. Il a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Franck Sega, quel est votre commentaire par rapport à la visite éclair de l'ex-président français? Oui, on nous dit que Nicolas Sarkozy est venu en visite privée. Ça, c'était le communiqué de la présidence. Mais bon, enfin, on a vu quand même Nicolas Sarkozy être accueilli par un officiel, qui est un ministre, je pense. Et il est passé par le salon présidentiel. Donc, à un moment donné, il y a des voix qui se lèvent et qui disent qu'on aurait payé le bureau de Nicolas Sarkozy pour un lobbying entre le Rwanda et le président congolais. Donc, mais je crois qu'il y a une deuxième chose. Nicolas Sarkozy a été un président qui était très ancré dans les milieux des affaires. Oui. Et voir, là où on nous dit que c'est le ministre Didier Boudimbu qui aurait facilité cette invitation à travers une proche de Nicolas Sarkozy qui est Rachida Dati, je commence tout de suite à comprendre que on veut le mettre dans cette histoire, dans le COP, avec cette histoire des blocs pétroliers qu'on chercherait, sur lesquels on a lancé des appels d'offres, et on veut utiliser Nicolas Sarkozy pour nous trouver, je ne sais pas, des preneurs, parce que, vous savez, les grands pétroliers tels que Total ont décliné l'offre quant à la... Merci bien. Oui, donc je pense que Nicolas Sarkozy est venu dans les affaires ici. Bon, ils veulent en profiter pour essayer de rapprocher le président rwandais du président congolais. Mais Nicolas Sarkozy, c'est un type qui a détruit la Libye. Aujourd'hui, le Sahel, tout le Sahel est complètement paralysé. Aborder les choses dans votre approche, Nicolas Sarkozy déclaré en 2009 que la RDC doit accepter de partager ses richesses avec le Rwanda pour faire la paix dans l'est de la RDC. Justement, avec ces propos sans nuance là, et moi je crois que c'était même une attitude condescendante envers le Congolais, jusqu'à aller proposer qu'on puisse partager nos richesses avec le Rwanda pour rester en paix. Vous voyez, c'est un type qui a causé beaucoup de dégâts, mais avec c'est celui-là que vous invitez pour venir nous proposer la paix, alors qu'il a déjà des visées complètement balkanisateurs. Les autres co-débatteurs sont en train de vous regarder un peu curieusement. On donne d'abord la parole à Maître Fabrice Luamba qui a certainement quelque chose à dire là-dessus avant d'avoir sa question sur l'actualité. Oui, en tout cas, de ce qu'il vient de dire, je trouve qu'il y a plutôt un côté positif. C'est-à-dire qu'il soit venu pour les affaires ou qu'il soit venu pour le compte de la diplomatie, je crois que c'est un bon signal ou c'est un signal fort. Au fait, aujourd'hui, la RDC a besoin, n'est-ce pas, des investisseurs. S'il peut caser Nicolas Sarkozy dans ce cadre-là,
et que celui-ci peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Et donc, je crois que pour le Congolais, ça va. Vous savez, pour ce qui concerne de ses propos antérieurs, la question de la RDC demande beaucoup de réflexion. Parce que déjà, lors de sa constitution en tant que telle, en tant qu'État, il y a eu plusieurs éléments qui ont été pris en compte. Lorsque vous circulez, vous essayez de sillonner dans notre pays, vous vous rendez compte que c'est un pays continent. Mais chaque fois que nous partageons des frontières avec certains pays, vous allez vous rendre compte que nos populations frontalières ont plus de ressemblance avec les populations de pays voisins. Allez à Sakanya, vous allez vivre cela. Allez ici, du côté d'Idolo, vous allez le vivre. Partout dans la République démocratique du Congo. Donc, il faut réfléchir. On ne doit pas être très exclusif. Donc, pour le propos de Sarkozy, la réflexion, en fait, tout le monde peut réfléchir. Il a réfléchi, il a émis ce qu'il pouvait penser. Et donc, ça demande des échanges. Alors, pour autre chose, moi, je le dis la dernière fois que je suis passé ici, que le président Tshisekedi était fort sur le plan diplomatique. C'est là que j'ai salué ensemble avec le ministre qui nous ont donné, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Je sens que ce ministre-là, en tout cas, il sait pertinemment poser des actions telles que ça doit se passer. Et c'est comme ça que Nicolas Sarkozy, il y a cet engouement. En fait, Nicolas Sarkozy ne fait qu'annoncer. Il y aura beaucoup d'hommes on va en parler internationaux qui viendront ici justement pour essayer de saisir l'opportunité. Votre question en 2 minutes seulement, Maître Fabrice Luamba, au niveau de la ville de Kolwezi, l'autorité urbaine. Jacques Massengo Kindele, on en parlait il y a quelques semaines seulement de son opération sur l'assainissement, la salubrité à Kolwezi. Il a visité cette semaine notamment les cimetières Sapin 1 et 2. Il a visité l'abattoir public de Kolwezi. Est-ce que vous avez l'impression quelque part qu'il est dans une sorte de qui trop embrasse mal étreint, il veut tellement travailler qu'il prend tout au même moment? Exactement. Et lorsque vous vous attribuez beaucoup de tâches à la fois, ça diminue l'efficacité. En tout cas, je suis d'accord. Il embrasse beaucoup de choses à la fois. Et la fois passée, je le dis, lorsque vous prenez les commandes d'une institution comme celle-là, la première des choses, c'est revenir d'abord sur ce qui a été fait, ce qu'il y a, vous réfléchissez, vous vous familiarisez avec l'institution, après vous allez poser des actes. Mais si vous arrivez et vous commencez directement à poser des actes, c'est vrai qu'il a participé à la gestion passée, mais en tant que décideur principal, en tout cas, il devrait prendre du temps pour amorcer, n'est-ce pas, les activités. Il a toujours le temps, de se raviser. Et je crois que c'est ce que je le recommande dans la mesure où nous attendons beaucoup de lui. Voilà, merci bien, M. Emmanuel Stassera a beaucoup patienté. Sa question, c'est au niveau international où le président chinois a visité son collègue russe cette semaine. Le président Xi Jinping s'est rendu notamment à Moscou. Il a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine. Comment vous avez, quelles lunettes vous portez pour analyser cette actualité? Nous sommes en diplomatie et je crois que toutes les actions sont permises et elles sont toujours stratégiques vis-à-vis des intérêts des uns comme des autres. Je crois que le monde actuellement, avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, peut nous conduire à 2 changements très inattendus. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avions vu une fois des visites d'échanges de ce genre entre l'ancien président russe, Mikhail Gorbatchev, et le président américain Reagan. Ça n'a pas tardé pour créer une certaine révolution mondiale, et cette révolution n'a pas épargné l'Afrique. Oui, quand on parle des oppositions, des dictatures en Afrique dans le monde, c'est venu de ce courant de perestroïka. Je sais que le monde cherche à se redéfinir et par rapport à l'histoire impérialiste et occidentale. Vous voyez, il y a des pays qui ont fait aussi une certaine ascension sur le plan universel, qui voudraient aussi se retrouver très bien dans le concert des nations. Voilà. Vous voyez, donc ça vaut vraiment.
une visite d'intérêt. On a besoin de ça, on a aussi besoin de ça dans ce débat, on a besoin de rentrer dans l'histoire. Mais ça, pour cette fois-ci, on ne rentre pas dans l'histoire, on rentre plutôt dans l'actualité pour parler du sujet qui s'accapare de l'actualité en République démocratique du Congo. Le gouvernement Sama Lukonde II, en parlant des chiffres, 57 membres. On a 16 femmes, on a 11 ministères d'État, on a 5 vice-primatures, il y a aussi un ministère délégué, il y a aussi un ministère près le président de la République. Pour parler en termes de nom, on va parler des entrées, par exemple, de Peter Kazadi Kankonde, qui est membre de l'UDPS. Il a été, chers auditeurs et téléspectateurs, avocat du président de la République. Je l'ai dit, sous le contrôle de M. Fabrice Lomba, avocat du président de la République démocratique du Congo, l'actuel, lors du contentieux électoral de 2018. Il y a aussi les entrées de Bemba Gombo Jean-Pierre, qui a été vice-président sous la formule 1+4. Il y a aussi l'entrée de Vital Kamerhe, qui a été le tout premier directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Quel décryptage faire sur le fond et la forme de cette équipe gouvernementale? La première question, on la pose à Emmanuel Stassera. Quel est votre commentaire de premier abord sur cette équipe gouvernementale? À tout seigneur, tout honneur. Je commençais par ça parce que le gouvernement est sorti. Ce n'est pas moi qui vais dire aujourd'hui que le gouvernement change, mais j'ai quand même une opinion sur le gouvernement et beaucoup de respect pour certaines personnes, en l'occurrence Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, des personnes que j'ai eu vraiment à accompagner. En 2006, j'ai soutenu la candidature de Bemba. Imaginez-vous, il y a de l'histoire. En 2011, j'ai fait de même pour Kamerhe. J'ai même organisé sa campagne malgré l'absence du parti. Mais le gouvernement lui-même, tel qu'il se présente actuellement, est un résultat du naufrage. Quel naufrage? Vous voyez, le naufrage des Warriors, parce qu'on avait pensé qu'avec le gouvernement de Warriors, nous avons corrigé ce qui nous avait été présenté comme défaut sur le mariage FCC FCC cash, malheureusement, les attributs que nous avons, ou l'attribut que nous avons donné au gouvernement ne correspond pas aux actions que le gouvernement a menées durant toute cette période. Parce que si nous arrivons aujourd'hui à un remaniement, c'est que le gouvernement est arrivé à ses limites. Et si le régime a mis un accord là-dessus, c'est que tout va aller retomber sur le régime qui ne s'est pas bien organisé sur ça. Mais je vois je suis en train de lire en vous un certain pessimisme. Je n'ai pas de pessimisme. Moi, je suis en train de faire des analyses tout à fait impartiales. Oui. Je n'ai pas qui mettre dans ma poitrine et qui rejeter. Oui. Je suis avec le peuple. Donc, c'est pourquoi je dis, quand on dirige, on doit avoir ses oreilles en dehors. Vous voyez, à l'extérieur, c'est là où on devait entendre, écouter ce qu'on dit, plutôt qu'avoir ses yeux à l'intérieur pour voir qui vous plaît et qui vraiment vous est proche. Or, donc le gouvernement, tel qu'il a été organisé, si il est arrivé à ce point où nous sommes au remaniement, parce qu'on a cherché d'abord à récompenser les gens. Voilà, comment est-ce que tel peut se retrouver parce qu'il nous a apporté en soutien, parce qu'il a répondu positivement à l'appel de l'Union sacrée. Au moment où l'Union sacrée, dans sa perspective, entendait mettre tout le monde ensemble et faire un gouvernement nettement consensuel. Mais quand le gouvernement est sorti, vous avez trouvé qu'il y a de ceux-là qui ont manifesté un certain mécontentement, tout simplement parce que ce qu'on leur donnait ne valait pas la part qu'ils attendaient. Merci, monsieur Manuel. C'est plutôt le parti au pouvoir qui s'est taillé plus que... la part du lion. Oui, la part du lion. Oui. Donc je salue aussi la venue de Kabulo Mona Kabulo. Moi je suis sur un groupe WhatsApp, oui. Il n'y a pas 4 jours où j'ai interpellé le gouvernement comme étant... disons, les différents régimes comme étant ingrats, si on ne pouvait pas donner à un monsieur qui a une si riche expérience, le profil et une expérience vraiment exceptionnelle, qui pouvait apporter des réformes
très réalistes dans le sport comme Kabulo Mwanaka. Bon, sur lui, oui, j'accepte pas, c'est le sport, mais sur les autres là, Bemba et Kamere, vraiment, et ce sont des personnes qui auraient été choisies ou appelées bien avant, malheureusement, mais je regrette qu'ils puissent être emportés aussi par les crus. Les crus donc des déséquilibres du gouvernement. Et on vous redonne la parole. Peut-être pour que cette fois-ci, ils vont se faire désavouer parce que le temps qu'on leur donne, j'ai beaucoup d'estime à ces personnes-là par leur méritocratie. Bemba, ce n'est pas la première fois, il a composé le collège. On va y revenir, monsieur Emmanuel Stassera. Oui, je ne voudrais pas qu'on les noie. Voilà, oui. Franck Senga, je ne sais pas si on a déjà trouvé un surnom à ce gouvernement Sama 2. Le gouvernement Sama 1, c'était de Warrior. Les gouvernements Sama 2, c'est des Terminators. Vous en savez quelque chose? Peut-être, oui, c'est un gouvernement des défaitistes. D'ailleurs, c'est là que nous allons. Oui. En fait, par rapport à la forme, hein, j'aimerais quand même dire quelque chose. Peut-être que les gens ne le disent pas assez. Sur la totalité des 57 membres du gouvernement, presque plus de 60% des membres de ce gouvernement viennent de 4 grandes provinces. Donc, de 4 grandes provinces. Donc, ça signifie qu'on a le Grand Kasaï, on a le Grand Équateur et le Sud Kivu. Donc, vous voyez déjà que c'est un triangle Tshisekedi, Bemba et Vital Kamerhe qui domine. On n'a pas respecté la géo-représentativité, justement. C'est constitutionnel. Quand vous êtes chef d'État, vous formez un gouvernement, Premier ministre, vous devez justement tenir compte de cette géo-représentativité. C'est très important pour ne pas frustrer les uns et les autres. Parce que je vous dis ici déjà... Il y a de l'équilibre. Oui, il n'y a personne, il y a aucune personne du Maniema. Dans ce gouvernement. Vous vous rendez compte, 57 membres, mais aucune personne du Maniema, Ituri, personne. Et ça, ce n'est pas bon. Bon, mais maintenant, ça c'était par rapport à la forme. Mais maintenant, le fond, moi je pense que c'est un gouvernement conflictogène. Il y a déjà des germes de conflit. Des germes de conflit. Parce que, imagine, on a pratiquement invité 4 membres de ce gouvernement qui sont présidentiables. Soit ils ont déjà postulé à la présidence, ou ils ont estimé... Voilà, donc... Les 4, vous parlez de Bemba, vous parlez de Vital Kamerhe, de Boussa, qui a la gestion justement, au niveau régional. Effectivement, il y a Bemba, il y a Vital Kamerhe, voyez-vous. Donc ce sont des gens, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont bien s'entendre. Encore que Bemba n'a pas très bonne presse par rapport à l'international, avec tout ce qui a pesé sur lui. Parce que il a été acquitté. Non, c'est quand même un fils qui avait pris des armes contre son propre pays. C'est lui qui nous avait invité les Ougandais ici, avec MLC. Ça, c'est l'histoire. On doit quand même faire avec. Bon, Mboussa Nyamou ici, il avait quand même pris les armes aussi, à un moment donné. Donc, voyez-vous. Bon, on a Vital Kamerhe, qui on nous a dit ici qu'il était, il est détourneur, voleur, et puis tout d'un coup, il ne l'est pas, et puis non, il l'est, on ne comprend pas très bien. Et puis, avec tout ça, moi je me demande, le président Félix invite tout le monde finalement, pensant que... Il veut se laver les mains pensant que quelqu'un peut venir le sauver dans ce pétrin qu'il s'est déjà imbibé par rapport à son... Non, mais Franck Senga, quand on regarde le profil de Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a un CV, comme pour prendre le mot d'Emmanuel Stassera, CV dans les opérations militaires, si vous voulez. Non, ne dites pas ça. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Bemba, au départ, à l'origine, c'est un civil que Museveni avait cherché dans le giron de Mobutiste pour venir l'aider à envahir le Congo. Et il a subi une formation.
Non, il a suivi une formation de rebelle. Ce n'est pas une armée au sens strict du terme. C'est très péjoratif, ça. Bon, mais maintenant, moi, je pense que ce n'est pas un bon gouvernement. Il y aura beaucoup d'antagonisme là-bas. Et puis, le problème, c'est que le président pense que ce sont des gens qui viendront le sauver. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bonne presse. Peter Kazadi, la même chose. Il prend même le ministère de l'Intérieur. Vous savez que ce type-là n'a pas très bonne presse. Vous avez vu comment il s'est... Qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous avez vu comment il s'est comporté avec le dossier Beveragi ici. C'était lui le tireur de ficelle. Et on dit, il est beaucoup cité quant à la manipulation de la justice, des juges et tout ça. Et vous avez vu, le juge qui traitait l'affaire Beveragi à Lubumbashi, au tribunal de commerce, il l'a dit. Il est même en exil. Il a écrit une lettre que Peter Kazadi était en train de pouvoir... Mais justement... Et regardez, avec ce ministère de l'Intérieur, vous savez que nous sommes dans une période électorale. Là, c'est l'année électorale. Elle sera une année très chaude quant aux manifestations et tout ça. J'ai l'impression qu'on veut nous imposer un tortionnaire qui va venir étouffer certaines manifestations qui seront en principe constitutionnelles. Et moi, je ne prends pas ça d'un bon œil, le ministère de l'Intérieur à qui il a été. Maître Fabrice Lomba, votre commentaire. Merci beaucoup. Je commence d'abord par dire que, au regard des résultats que nous avons obtenus de Sama 1, nous pouvons justement aller jusqu'à dire que ce gouvernement-là a fait naufrage. Mais lors de sa publication, l'on pouvait dire, parce qu'il y avait les gens de Katumbi, il y avait les gens de Bemba, et même les gens de Katumbi étaient contents par rapport à ce gouvernement-là. Donc, et les gens de Katumbi, et les gens de Bemba, et les gens de l'UDPS ont fait naufrage dans Sama 1. Voyez-vous, avec les départs de Zin, c'est comme ça qu'on fait Sama 2. Je préfère qu'à un moment donné, que l'on mette de côté nos appartenances et que l'on essaye d'aborder la question avec plus de sincérité possible. Parce que lorsque vous prenez Jean-Pierre Bemba, par exemple, ministre de la Défense, s'il n'est pas celui qui mérite le plus, mais il peut être sur une liste de 3 personnes en République Une short list, comme on dit. Short list de la République démocratique du Congo, qui mérite ce poste-là. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné, ou il n'a pas été interpellé, je précise, par la CPI, parce qu'il aurait commis des infractions contre son propre État. Non, c'était avec l'histoire de la République centrafricaine. Vous vous imaginez qu'un État, se retrouvant dans des pétrins, fait recours à un citoyen congolais pour qu'il vienne rétablir la paix chez lui. Et c'était fait. Mais il y a eu des problèmes tels que les soldats envoyés là-bas auraient commis certaines infractions. Et c'est comme ça que l'on avait interpellé Jean-Pierre Bemba. Mais plus loin, il faut le lire, il faut lire ces jugements-là. Là, on vous dira que Jean-Pierre Bemba n'était pas au courant de ce qui s'est passé sur place et n'avait pas le contrôle direct parce qu'il y avait toute une hiérarchie. C'est comme ça qu'il a été acquitté. Il a été condamné pour subornation de témoins qui confine, n'est-ce pas, à une corruption en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est présidentiable, comme on l'a dit. Il a été vice-président de la République. Jean-Pierre Bemba est à l'abri du besoin. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer ça? Ce n'est pas un parvenu. Exactement. Il ne vient pas au gouvernement pour chercher l'argent. On ne citait pas 4 familles, s'il vous plaît. Il a été ruiné. Non, il a eu beaucoup d'argent. Si vous suivez l'actualité, depuis son acquittement, il y a même le gouvernement qui lui devait de l'argent. On a versé en termes de vingtaines de millions de dollars. Dans ces pays, j'aimerais que... je vous protège. Dans ce pays, on ne pouvait pas citer 4 ou 5 pays sans citer, je voudrais dire ça, 5 familles, sans citer la famille de Bemba. Il ne vient pas pour l'argent. Donc c'est quelqu'un qui veut mettre son expérience au profit de la République. Il vient je crois que oui. Pour ceux-là qui aiment la République, devraient prier pour ce gouvernement. Voyez-vous, prier pour Jean-Pierre Bemba notamment. Parce qu'au fait, si nous dégageons de l'énergie positive, si nous souhaitons que ça marche, alors ça va marcher. Mais si nous sommes saucissonnés au sein de nous-mêmes, je pense que ça ne pourra pas marcher. Parce que la Bible dit, si 2 personnes s'accordent, d'accord, c'est dans Matthieu, si 2 personnes s'accordent et demandent une chose, Dieu veut leur accorder. Mais si 2 personnes ne s'accordent pas, nous devons nous accorder.
Nous devons nous accorder, République démocratique du Congo, chers Congolais, nous devons nous accorder autour de ce gouvernement pour que nous sauvions le pays. Vital Kamerhe, qu'est-ce que c'est que acquitter quelqu'un? Ça veut dire que la justice estime que cette personne n'a pas commis les infractions lui reprochées et donc on la quitte. Où est l'argent? Voyez-vous, on la quitte. Au fait, où est l'argent? Il faut faire la différence entre la rumeur et les droits. Et nous, les juristes, on dit la rumeur à la rue, le droit au palais. Moïse Katumbi a été poursuivi. Nous le savons tous. Mais dès lors que la justice estime que l'on ne peut pas le suivre, est-ce que nous allons dire non? Où est la parcelle? Où est le propriétaire de la parcelle qui le poursuit? Non, ça, ce n'est pas notre problème. Nous avons attribué... La même justice qui le condamne, oui, elle la quitte. Et il la quitte. Donc, nous avons attribué certaines compétences à la justice. Et c'est la justice, c'est le juge qui rend justice. Lorsque le juge a rendu justice, nous n'avons pas assez de moyens pour le contredire. Que chacun reste à sa place. Voyez-vous? Et donc, j'estime que Kamerhe quitte ses ambitions, revienne au niveau d'un ministre de l'économie, et être dirigé. Moi, je crois que c'est une aubaine pour la République. Nous prions, c'est-à-dire nous leur souhaitons. Si après, eux aussi tombent dans les mêmes histoires que leurs précédents, alors nous reviendrons pour dire que nous avons accordé beaucoup de crédits et vous nous avez déçus. Je propose que celle-là devrait être notre démarche. Nous jetons de pierre avant de laisser les gens travailler. Merci, maître Emmanuel Stassera. Il y a une innovation dans ce gouvernement Sama 2. Il y a par exemple 5 vice-primatures. Il y a la défense, il y a les affaires étrangères, il y a l'intérieur, il y a l'économie, il y a aussi la fonction publique. Comment vous voyez, quelle est votre analyse de cette innovation? Il faut signaler qu'un vice-premier ministre, c'est différent d'un ministre ordinaire, même en termes de rémunération. Ouais. Donc c'est quelque chose de budgétivore. Oui, je vous contourne un tout petit peu pour toucher à mes amis qui sont avec moi sur le plateau. Je vois que les personnes qui ont été présentées, comme mon frère l'a dit, ce sont ceux-là qui présentent un profil et des ambitions présidentielles. Et en quelque sorte, ce serait une façon de les avaler ou alors de les absorber politiquement pour qu'il n'ait plus cette liberté de pouvoir exercer les hautes fonctions de l'État. Quant à la forme du gouvernement par rapport à ce que cela présente, 5 vice-primatures et les ministères d'État. Il y a par exemple 11 ministères d'État. Pour moi, je n'en trouve même pas la nécessité. C'est juste un jeu de mots qui voudrait par ailleurs donner l'impression à ceux-là qui ont été appelés par rapport à leur statut habituel qu'ils ont été honorés. Parce que vice-premier ministre, vice-premier ministre, il faut en avoir combien? On peut en avoir 2, ça suffit. Oui, et il ne faudrait pas qu'on les ait tout simplement pour que quelqu'un se mette dans son esprit que voilà, on me donne du poids, je suis comparable au Premier ministre, je peux assumer son intérim ou alors je peux engager le gouvernement d'une manière comme d'une autre. Moi, je voudrais bien qu'on parle carrément des ministres. Pourquoi parler des ministres d'État et consorts? Moi, c'est juste... Là, un jeu de mots, qui n'a pas son sens dans le service que nous attendons. Voilà. Par exemple, Fonseca, cette fois-ci, les affaires étrangères sont associées à la francophonie. Innovation. Est-ce qu'on peut dire que la RDC, finalement, elle trouve son compte dans la francophonie, maintenant que la francophonie a aussi un portefeuille? Bon, déjà, on a eu des problèmes ici avec Macron. Vous avez vu l'échange de ping-pong entre notre président et lui. Bon, peut-être que c'était une façon de pouvoir recadrer peut-être certaines choses que nous avons faites qui n'ont pas plu à la France. Mais car cela ne tienne, ici, je lance un vibrant hommage à quelqu'un comme Moïse Katumbi qui avait en son temps refusé le poste, qui avait décliné l'offre de la primature.
il se disait que, parce que c'est quelqu'un qui se dit que, enfin, je ne vois pas un Congolais aujourd'hui qui peut refuser la primature. Parce que cependant, il y a oui, je sais, mais vous avez vu comment certains présidentiables ont sauté dès la première occasion dans des postes ministériels simples. Voyez-vous. Mais certains qualifient ça de grandeur. En effet. Enfin, c'est relatif, hein, donc à chacun sa façon de voir les choses. Bon, je disais ici que ce gouvernement ne va rien apporter, encore qu'il est d'abord trop budgétivore. On nous a dit ici qu'on devrait étudier la manière de pouvoir réduire le train de vie des institutions. Mais vous répétez la même chose, vous faites les mêmes 57 erreurs. membres. Oui, vous faites les mêmes erreurs et vous pensez que vous aurez une solution. On dit qu'est celui qui pense faire la même chose et trouver des résultats différents. C'est pas bon. C'est budgétivore. Donc, et on a même rajouté des vice-ministres. Il y a un poste de plus par rapport au gouvernement Samaï. Imaginez, donc là, le peuple doit savoir que on est oublié, abandonné par les politiques. Hein, donc le peuple, nous allons payer le prix parce que on a déjà des députés à 21 000 $, palissadés, on a déjà un Sénat qui nous coûte trop cher, la présidence, n'en parlons pas avec des dépassements budgétaires, et on refait un gouvernement éléphantesque en multipliant des vice-premiers ministres à souhait. Donc je ne pense pas. Je pense que le peuple va payer vraiment le prix. On est très loin de sortir de l'ornière dans la boue dans laquelle nous sommes engagés. C'est vraiment malheureux pour ce que nous voyons à chaque fois. Oui, pour parler de la forme, Maître Fabrice Luamba, il y a par exemple 16 femmes sur les 57 membres de ces gouvernements. C'est dans une vingtaine de pourcents. Est-ce que c'est aussi un reproche qu'on peut formuler à l'égard de cette équipe? 16 femmes seulement sur les 57 membres. Avant d'en arriver, je voudrais d'abord dire ici que le gouvernement tel que vous le voyez, oui, avec le 57 membres, ce n'est pas le nombre de ministres qui doit nous intéresser. C'est le job description. Il y a de tâches appropriées. Nous avons tendance, aujourd'hui, quelqu'un peut même sortir et vous dire que nous voulons 10 ministres seulement. Mais il y a de tâches. 10 ministres seulement. Mais il y a de tâches, justement. Oui. Voyez-vous? Aujourd'hui, le politique congolais, je le dis, n'a pas la capacité de gérer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous allez voir un ministère de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Au fait, à la fin, il va nommer, je ne sais pas moi, de gens qui vont s'occuper de chacune de ces tâches-là. C'est encore l'État qui va payer ces gens-là. Voyez-vous? Et donc, je reviens pour dire que les nombres de ministres correspondent au nombre de tâches ou au nombre de problèmes. J'ai, en tout cas, à mon humble avis, j'estime que c'est au nombre de problèmes, au nombre de secteurs, voyez-vous, et c'est comme ça qu'on attribue. Mais quand on dit par exemple ministre près les présidents mais de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ministre près les présidents de la République? Bon, ça a l'air d'une récompense. Je voudrais vérifier, lire et comprendre ce qu'il voulait dire, mais si je peux répondre, je peux tenter de répondre, c'est que c'est un ministre qui joue le pont entre la présidence et le gouvernement. C'est cela. Mais il faudra maintenant voir qu'est-ce qu'il lui a attribué comme tâche. C'est ça le problème. Même ici au niveau de la province, même aussi au niveau de la ville. Voyez-vous, on peut dire, ok, vous êtes vice-gouverneur, mais l'on ne détermine pas en charge de quoi. Nous l'avons vu. Moi, j'ai vérifié notamment le règlement d'ordre intérieur du gouvernement provincial du Lualaba. On n'avait pas déterminé les attributions du vice-gouverneur. On dit simplement, à l'absence de, c'est alors qu'il entre en jeu. Ça, c'est une mauvaise manière d'organiser l'administration. On doit attribuer à chacun une compétence bien déterminée. Voilà. Et il ne peut pas aller au-delà. Mais pour ce qui concerne le vice-ministre, moi, je pense qu'ils ont essayé de satisfaire des individus. Voyez-vous, ils ont essayé de satisfaire. En fait, ils ne voulaient pas, par exemple, dire que M. Kamere, ministre. Alors, pour le satisfaire, il faut qu'on le ramène un peu qu'il soit vice-premier ministre. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe. Ça, c'est vraiment être très subjectif. Vous savez,
la notion de l'État, tel que nous voyons l'État aujourd'hui, n'est pas venue de nous. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont mis, ok, gérons ensemble. Et je vous dis, chez les Romains et chez les Grecs, ce n'est pas n'importe qui gérait la cité politique à la gestion de la cité. C'était les meilleurs d'entre eux. Ouais. Voilà. Donc, tel que vous avez évolué à l'école, vous savez que celui-ci est plus intelligent. Et c'est celui-là qui doit gérer. Et quand il gère en fonction de règles. Et il est rigoureux. Merci. Malheureusement, ici, l'on vous parlera, je vous prie, ici, l'on vous parlera de chance et lokopamba. Donc, même quelqu'un qui réussissait à peine, il va prendre un ministère aussi important parce que chance et lokopamba. C'est du n'importe quoi. Je crois qu'il faut qu'on puisse revenir sur certaines choses. Je reviens maintenant sur la question qu'on m'a eu. Un peu rapidement, oui. Ok. Les femmes représenteraient une vingtaine de pourcents. Mais écoutez, si vous méritez, en fait, si on vous a dit que vous avez l'égalité de chance, battez-vous par la suite. Voyez-vous, présentez-vous. Ce n'est pas l'homme qui doit prendre la femme de là qu'elle est pour la ramener à la gestion. Non. C'est la méritocratie. Elle doit se battre. La chance nous est offerte et donc je crois que la femme doit se jeter. On peut assister même à 80% de femmes. Il n'y a pas de problème. C'est la méritocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sexe. Merci, merci bien. Merci. Déjà, vous le disiez à l'entame, on va vous donner la parole, Franck Senga. Le profil de Kabulo Mwana Kabulo, le CV, c'est l'un de ministères où on a trouvé la meilleure personne dans ce gouvernement. Un CV qui serait le plus riche, tel que moi je connais la personne et pour qui j'ai toujours plaidé. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait... disons, j'ai émis de telles impressions. Mais je voudrais toucher quelque peu. Oui. Je salue d'abord mes co-débatteurs, vraiment sur certaines questions très essentielles concernant la méritocratie des membres qui doivent servir au gouvernement pour le bien de notre peuple. Nous ne devons pas prendre le gouvernement comme une école d'apprentissage. Voilà. Ouais. Le gouvernement doit être un cadre où nous versons notre mérite, notre expérience, notre savoir substantiel. Curieusement, ici, nous avons transformé le gouvernement en une entité de gratification ou de récompense. Vous voyez, ce qui n'est pas une bonne chose. Ouais. Quant aux femmes, d'être plus nombreuses que les hommes ou égales aux hommes, la parité ne veut pas dire l'égalité en nombre. La parité, c'est plutôt la considération du genre. Donc les femmes, qu'elles soient nombreuses quelque part, que la femme soit animatrice d'une grande institution, que cela aille avec ses capacités à le faire. Vous voyez, donc c'est ça. Voilà. La question elle-même c'était Kabulo. Kabulo, mais qui ne connaît pas c'est plusieurs dizaines d'années en tant que journaliste, qui ne connaît pas. C'est face à Tombissa qui a... Justement, le défunt. Oui. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ou entièrement les arcanes du sport. Les disciplines sportives. Vous allez voir que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un pays qui a perdu les grandes disciplines dans lesquelles il s'est distingué. Nous avons perdu la boxe, le karaté. Aujourd'hui, le ministre du Sport, c'est le ministre du Football. Le volleyball, et le handball, et la natation, et qu'on sort tout simplement parce que nous prenons des novices que nous mettons là. Quelqu'un qui a joué au foot de la cité, vous le mettez là, tout ce qu'il connaît, c'est le Kifumpa que nous on jouait sur les avenues de Kolwezi. Or, le sport, il est grand, il est complexe. Et le sport, c'est une autre ressource pour les revenus nationaux. Vous voyez, oui. Nous ne pouvons pas seulement investir dans les mines, l'agriculture, nous pouvons également investir dans le sport. Et aujourd'hui, le Congo manque de grands athlètes, tout simplement parce que nous avons des amateurs qui ont conduit et dirigé ou animé la parole à Franck Senga qui a un grand ministère comme celui-là. Oui, disons que quand vous regardez la physionomie de ce gouvernement,
vous constatez qu'on continue à tâtonner. Donc, ce sont des essais-erreurs. Bon, et on essaye aussi ça, et on appelle les autres, peut-être qu'ils vont nous sauver. Voyez-vous, regardez les gens qui... Regardez, je le disais tout à l'heure, Peter Kazadi, enfin, je pense qu'il ne sera pas tortionnaire parce qu'il a fait montre de mauvais exemples quand il était avocat dans certains dossiers. Jean-Pierre Bemba, il a pris les armes quand même contre la République. Vital Kamerhe, on lui redonne l'économie alors que, s'il vous plaît, a été apportée. Il n'y a pas de problème. Alors que, oui, il n'y a pas de oui. problème. Oui, bien sûr, mais il a pris quand même les armes. Ça c'est autre chose. Vital Kamerhe, s'il vous plaît, Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, vous vous souvenez de l'affaire des côtes pétroliers, les 15 millions de dollars. Le président a été même jusqu'à l'accuser, enfin, en s'expliquant que non, il a commis peut-être une indélicatesse. C'était une rétrocommission. Vous gardez la parole, Franck Senga. On passe au deuxième thème de ces débats. On va parler de la loi Tchani qui a été déposée pour la deuxième fois, tenue à l'Assemblée nationale, une loi qui, entre guillemets, divise, parce que pour certains Congolais, cette loi est taillée sur mesure. Il y a d'ailleurs, dans les derniers développements de l'actualité, Mouyambo qui a dit qu'il va porter plainte contre ceux qui sont en train de porter cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée. Comment vous trouvez cette proposition de loi qui est justement portée par Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle de 2018, et au Parlement par les députés nationaux Singhi Pouloulou? La parole à Franck Senga qui l'avait et qui semble être dérangé quelque peu par cette proposition de loi. Oui, tout naturellement. Écoutez, oui, avant de commenter la question, je termine d'abord avec... Rapidement. Oui, vous savez, aujourd'hui, hein, le Congo est presque au bord de l'implosion. On ne peut pas avoir des gouvernements qui tâtonnent. Vous savez que, regardez ce qui se passe, surtout dans l'Est, et même à l'Ouest. Vous avez un langage apocalyptique. Écoutez, c'est comme si tout va finir demain. Vous savez, moi je vous dis honnêtement, qu'on n'a jamais été aussi proche d'une balkanisation que les temps qui courent, à cause des tâtonnements des gouvernants. Voilà, à la Mais question maintenant, si ce gouvernement n'est pas capable de rétablir les ressorts régaliens de l'État, je vous dis qu'on est appelé à disparaître. Ok, on va les laisser au pied du mur. Voilà. Oui. Pour la question de la loi Tchani, encore une fois, mon Dieu, avec ce monsieur Tchani. D'ailleurs, moi je crois que Tchani n'est qu'un paravent derrière lequel se cache une petite machine dans des laboratoires politiques. Imaginez, ce type-là, c'est un économiste et il se défend bien dans son domaine. Plutôt que de nous faire des preuves dans les domaines dans lesquels il prétend avoir des diplômes martiens, lunaires et tout ça, il nous vient avec des lois clivante qui va nous diviser saugrenus, mon Dieu. Pourquoi laisser des gens comme ça et au vu aussi de tout le monde? Il est même porté par un certain parti politique d'obédience au pouvoir. Vous parlez de la balkanisation, de risque pour la balkanisation. Il veut alors protéger le pouvoir. Le pouvoir doit revenir, en tout cas les postes régaliens doivent revenir aux Congolais des pères et des mères, selon... Noël. Écoutez, je cite le président de la République lui-même. Il avait dit ceci. Il avait dit être Congolais de père et de mère ne fait pas un argument pour être un bon dirigeant. Ça, c'est le président Félix Tshisekedi. Et ça, vous saluez, c'est bon. Voyez-vous. Hein? Donc, je pense que ce n'est pas la couleur de la peau qui fait de quelqu'un plus congolais que d'autres. Non, c'est par rapport à sa loyauté envers sa patrie, l'amour de la patrie, ce qu'il a déjà fait pour la patrie, ce qu'il continue à faire pour le bénéfice du plus grand nombre. Et entre Tchani et ce qu'on connaît comme métis, je crois que Tchani n'a même pas une petite entité où il a déjà engagé 3 ou 5 Congolais. Voilà, mais il se jette sur des Congolais valeureux pour... Non. La parole à Emmanuel Stassera. Comment vous analysez cette proposition de loi de Tchani? Rappelons-le, on ne parle que d'un pan de cette proposition de loi. Il y a aussi l'autre pan, c'est qu'il veut officialiser la double nationalité, au fait, pour compter aussi sur la diaspora congolaise qui est assez nombreuse.
Comment vous trouvez cette proposition de loi? J'ai beaucoup de regrets parce que la question a été abordée par des personnes qui n'ont pas vécu dans ce pays, qui ont fui le Congo et ils nous ont laissé le pays seul. Et nous nous sommes battus avec certaines têtes qui ont quand même prouvé dans ce pays qu'ils ont été des vrais fils du pays. Je ne manquerai pas de citer le père Bemba, Saolona, vous voyez, à notre métier. Et je ne manquerai non plus de faire des éloges à Papa Léon Kengo Wadondo et éventuellement, je ne manquerai pas de toucher à certains Katumbi. Je ne suis pas katumbiste, mais je suis un Congolais. La nationalité n'est pas dans la couleur. Parce que quand vous prenez quelqu'un sur la couleur, sachez bien que vous laissez encore beaucoup de Congolais qui ont le teint sombre comme le nôtre ici, et qui ont partagé des parents. Kinshasa, par exemple, vous savez, il y a eu beaucoup d'Ouest africains, mais ces gens-là, ils ont laissé les enfants. Est-ce que la question de la nationalité n'est-elle pas résolue par la Constitution, où elle avait été ignorée? Non, je ne pense pas. La Constitution dit clairement qu'est Congolais toute personne qui naît d'un parent congolais. Et quelle est la motivation Tchani aujourd'hui pour que Tchani nous vienne, après avoir fait des échecs aux États-Unis, à tenter de se donner la nationalité américaine, à nous donner, disons, à embrasser la nationalité américaine qu'il a même laissé prendre par ses enfants. Tchani a des enfants américains, c'est comme je l'entends. La loi a un caractère impersonnel. Il faut l'amener à la justice. Ce sont des lois. Maître Fabrice Lomba, ce sont des lois discriminatoires qui ne sont pas de notre âge, et c'est de la bassesse pour un professeur d'université comme celui-là qui voudrait attacher Fabrice Lomba, vous avez la matière. Au caractère, vous avez la matière physique. Dans certains pays, on parle du ius solis. Dans certains d'autres, on parle du ius sanguinis. Comment vous voyez, vous analysez? Par exemple, ici, on organise les deux, les ius sanguinis et les ius solis. Et donc, voilà, la question de la nationalité, elle est d'abord, la base est posée par la Constitution, son article 10, qui organise la nationalité. Et on précise qu'il y a une loi organique qui doit répondre à la question. Au fait, la loi en tant que telle, elle peut être bonne ou mauvaise. Mais ce que je n'apprécie pas jusqu'ici, c'est que l'on s'attaque plus à la personne Tchani qu'à ses idées. Voyez-vous, en droit, nous avons l'habitude de dire, lorsque nous... Non, s'il vous plaît. Il faut voir. Sinon, ça serait un débat des individus. Parlons des idées. Au fait, lorsque je vous brandis une disposition légale, vous devez répondre avec une disposition légale. Vous devez me rencontrer. On parle de moyens. Tchani présente de moyens. Tchani présente une réflexion. D'accord? Et ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, balayer du revers de la main la loi Tchani, doivent venir avec des idées. Non, mais voyez-vous, ils disent que la Constitution a déjà réglé la question de la nationalité. Pas parler au nom, il aurait abandonné le pays. Nous savons combien de gens ont abandonné le pays et pourquoi ils l'ont fait. Et voilà, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, revenons sur la loi. Au fait, avant de venir à la question qui fâche tout le monde, mais on parle de la double nationalité. Aujourd'hui, l'article 10 vous dit que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. C'est comme ça que notamment M. Katumbi a de problèmes lorsqu'on dit que non, il aurait un autre passeport zambien, il aurait un autre passeport italien. S'il vous plaît, c'est comme ça que je dis, non, s'il vous plaît. Oui, exactement, j'ai dit il aurait, parce que je n'ai pas de preuves, justement, je parle de ça, il aurait. Mais dans cette loi, d'accord, ça voudrait dire qu'il pourrait, s'il en a effectivement, même le brandir. Oui, j'ai deux nationalités. C'est le bon côté de cette loi. En fait, justement, c'est de ça que je parle. Revenons dans les idées. Vous savez, le président Tshisekedi l'a dit. Il était question qu'à un moment donné que l'on repense la nationalité congolaise. Elle ne devrait pas être une et exclusive. Voyez-vous, la nationalité pouvait se détenir concurremment avec une autre nationalité. Parce que, au fait, je l'ai dit, avant la conférence de Berlin, le Congo n'existe pas. C'est vrai que ça peut fâcher. Le Congo n'existe pas. Voyez-vous, il y a des penseurs. Il y a des penseurs.
ils ont réfléchi et ils ont défini les limites de la République démocratique du Congo. Et c'est un pays continent, non seulement du point de vue, comment je vais dire, frontalière ou comment la taille géographique, mais aussi en termes de culture. Le Congo est pluriel, voyez-vous. Je l'ai dit, quand vous allez à Sakanya, vous sentez que la population de Sakanya se sent plus proche de la Zambie que de Kinshasa. C'est la réalité. Et donc, ceux-là peuvent avoir la volonté d'avoir et la nationalité congolaise et la nationalité zambienne. Vous ne pouvez pas leur refuser cette possibilité-là. Nous devons être inclusifs. Quand vous lisez notamment une thèse du professeur Banzamalale, qui fut à l'époque l'un des conseillers juridiques de Joseph Kabila, il dit que la richesse congolaise devrait être répartie en deux. D'une part, 2 tiers pour les nationaux, d'autre part, 1 tiers pour les étrangers. Il le détaille. En fait, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors, je reviens maintenant à la question qui fâche tout le monde. Un peu rapidement, oui. Au fait, il y a de craintes, justement. Aujourd'hui, je pense que cette loi peut être salutaire, mais 50 ans après, on peut revenir à l'ancienne loi. Pourquoi? Le Congo est bousculé de part et d'autre. Il y a des velléités de Balkan. Nous l'avons assisté dans la Bible avec Moïse. Moïse a grandi dans la cour royale. D'accord? Il était égyptien pratiquement. Il est né en Égypte. Par le Ius Solis, il devenait égyptien. Mais qu'est-ce que Moïse a fait lorsqu'il était appelé de choisir entre son peuple et l'Égypte? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, il va réagir, voyez-vous. Donc, cette question d'appartenance, elle est sérieuse. Il ne faudra pas qu'on puisse l'hypothéquer, n'est-ce pas, à de postes qu'on aurait si la personne que nous soutenons passait. Non, écoutez, il faut qu'on en soit vraiment sérieux. Lorsque cette personne-là sera appelée à décider d'une part entre la République démocratique du Congo et l'un de ses pays d'origine, entre la République démocratique du Congo et l'un des pays d'origine, notamment de son épouse, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il aurait pris comme décision? Merci. Mais après, ce n'est pas moi qui décide. Hein. Oui. Ce sont des législateurs qui vont voter avec une réflexion. qu'on va. J'aimais seulement de réflexion. Et c'est comme ça que j'ai dit, cette loi peut être bonne ou mauvaise. Mais il faudra que l'on réfléchisse, que l'on réponde à la réflexion de Tchani avec de réflexions solides. Pas de loi subjective. En 1 minute. Oui, écoutez, que si on parle de Tchani, c'est parce qu'il est porteur de cette loi. Ah, écoutez, Il faut personnaliser le débat. Attention, regardez Hitler. Hitler avait des idées. Et il a emmené toute l'Allemagne dans le gouffre. Il y a des gens qui peuvent emmener tout un peuple dans un trou. Attention, c'est un divisionniste. Il faut même l'écarter sur les plateaux. Vous vous sentez vraiment visé? Oui, regardez. Nous vivons, le problème c'est que nous vivons la faillite de l'État. C'est ça le problème. Un État fort, avec des institutions fortes, on n'aura même pas besoin de poser des exigences pour occuper des fonctions, même au plus haut niveau. On a vu aux États-Unis ici être dirigé par un Moussoïli, un Kenyan ici. Chez eux, c'est les Ius Solis. Il n'y a pas de problème, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Les États-Unis ont accepté un Moussoïli, les diriger pendant 8 ans. Et d'ailleurs, il était au plus haut sommet de sa popularité quand il quittait le pouvoir. Le problème, c'est des institutions fortes. Rétablir l'administration. Quand l'administration est forte, il n'y aura plus cette Est-ce qu'il faut accorder de la chance à cette proposition de loi? En 1 minute. Je ne crois pas, parce qu'il me sera difficile de dénicher qui est congolais et qui ne l'est pas, parce que nous sommes à 4 sur ce plateau. Et je ne suis vraiment pas sûr si Maître est réellement congolais. Ou pas. Ce n'est pas parce qu'il a de la barbe comme moi, il a un teint comme le mien ici. Et je doute également que vous le soyez. On peut toujours douter. Moi, par exemple, moi je viens du Lualaba, du côté où nous partageons la frontière avec l'Angola. Est-ce que vous direz que je suis angolais ou quoi? Ce sont des questions de bassesse. C'est des questions de bassesse. Pour une société élevée comme la nôtre ici. Qui peut confirmer qu'il est le fils de son père? Le Congo est le seul pays au monde où tout le monde pense qu'il deviendra président de la République. C'est pas possible. Non. Tout le monde. Quand vous circulez, c'est l'Égypte. Pourquoi on m'arrête? C'est tout pas normal. Merci, monsieur. Merci. C'est le seul pays au monde où tout le monde pense qu'il sera président de la République. Merci, maître Fabrice Lomba. Nous arrivons à la fin de ces débats. Merci, on va
développer ce thème-là à la faveur d'un prochain débat. Merci Fabrice Lomba, avocat au barreau du Lualaba. Merci Emmanuel Stasser, analyste indépendant de questions d'actualité. Merci aussi à Franck Senga, cadre du parti Ensemble pour la République. On a senti vraiment tout chaud lors de ces débats. Merci auditeurs et téléspectateurs de rester fidèles au programme de Mikuba.